Ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'écoute, c'est l'ADN de l'EGPE. Hein, les GPE c'est fait au commencement par l'écoute. Parce que les fondatrices, Marie-Françoise Fuchs, avaient senti qu'il y avait des malaises dans les familles ou dans cette place de grands-parents. Et en voyant ça, elle s'est dit, il y a quelque chose à faire autour de l'écoute. Ah bah, aller aux grands-parents, c'est très important parce que même si la majorité des grands-parents n'ont pas de problème, les 6% qui en ont, ben, vraiment trouvent ici une écoute bienveillante et qui les aide à réfléchir sur ce qu'ils peuvent faire. Quand on est privé de ses petits-enfants, c'est qu'on a un conflit avec ses enfants, ça c'est automatique. Parce que sinon, on n'est grands-parents que du bon vouloir de nos enfants. Si nos enfants ne nous mettent pas à cette place de grands-parents, c'est qu'ils ont des griefs envers nous. C'est évident. Les personnes qui appellent sont en grande souffrance. On se demande si on n'est pas presque à SOS suicide. Il y a des personnes qui appellent qui ne peuvent parler à personne, qui n'ont pas de... Alors d'abord, qui n'ont pas de soutien, évidemment encore moins de soutien psy sur place, mais ni même d'amis. Il y a des gens vraiment isolés qui sont au fin fond des campagnes, là. On entend des choses terriblement dures aussi. D'ailleurs, beaucoup de situations avec des enfants placés aussi en famille d'accueil. Des situations de maltraitance, il y en a pas mal, hein. Des situations de conflits énormes. Oui, et c'est intéressant parce que Noël arrive. Oui, mais à Noël, je ne vais pas les voir alors. Je vais encore passer un Noël toute seule, vous vous rendez compte? Noël, c'est les clichés, on les a tous dans tous les médias. C'est la famille qui se réunit autour du sapin, du grand-père, et puis tout le monde fait la fête et tout le monde s'aime et tout le monde s'embrasse. Et donc vous avez des grands-parents, c'est qui tout le monde ne s'embrasse pas, et alors que leurs chers amis leur ont dit « Ah bon, t'as pas tes enfants? Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est bizarre !» Mais les familles ricorées, ça n'existe pas. Hein, c'est pas vrai. Le matin, au petit déjeuner, quand on est en famille, on n'a peut-être pas envie de parler, on n'a peut-être pas... Voilà. Et puis, il y a aussi des couples qui sont des couples mixtes. C'est-à-dire qu'ils sont de la religion ou de la pensée de Noël, et d'autres, Noël pas possible. Et l'indignation des grands-parents, c'est on a toujours fêté Noël ensemble. Inciter, par exemple, la personne qui vous appelle en disant « Mais est-ce que vous savez ce qui se passe dans leur culture à eux ?» Peut-être ça pourrait être intéressant de regarder ce qui se passe dans la culture de la belle-fille ou du gendre ou du compagnon ou de la compagne. Vous avez des grands-parents qui sont extrêmement, justement, directifs. La belle-fille ne fasse pas ci, ne fasse pas ça. C'est pas que la jeune femme fasse mal, mais elle fait pas comme elle. Et donc faire comprendre à la grand-mère, c'est souvent les grands-mères, que c'était pas sa place. Le grand-parent a probablement beaucoup de mal à prendre la bonne place. On est d'une génération où les choses ont beaucoup bougé par rapport à la famille, hein, puisque entre les familles recomposées, décomposées et surcomposées. Alors il y a aussi beaucoup d'interpellations sur mon gendre se drogue, la drogue aussi qui est bien rentrée dans les familles. Que ce soit par mon enfant qui est drogué et machin, que par mon gendre qui la drogue, que par... La drogue est rentrée vraiment et on en parle. Alors je pense qu'il y a 10 ans, on n'en parlait pas beaucoup. Il y a la drogue et il y a l'alcoolisme aussi. C'est un vrai travail, hein, l'écoute. C'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas l'écoute de l'épicier du coin ou de la voisine ou, qui entend un truc et puis qui dit « Ah ben oui, c'est comme moi aussi. » Non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est très subtil, l'écoute. Pour schématiser, on n'est pas dans le faire-parler du policier, par exemple. On ne fait pas un interrogatoire, on n'a pas à poser de questions directes. On n'est pas dans le faire-parler, on est dans le laisser-dire. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais elle est de taille. Hein. C'est-à-dire qu'on est prêt à accueillir tout ce que la personne peut vous dire, mais sans la forcer à dire, hein, parce que c'est eux qui ont leur solution. On ne peut pas plaquer, nous, des conseils, ça ne sert à rien.
Parce que écouter, c'est pas donner des conseils. En fait, nous ne donnons pas de conseils, mais nous essayons avec eux de voir ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur situation. Les grands-parents peuvent trouver eux-mêmes leur solution. On les aide un petit peu, mais ils peuvent trouver eux-mêmes leur solution. Et c'est la meilleure façon, la meilleure manière de les aider. Et puis une autre chose, je pense que l'écoute, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance de ce que vous vivez. Et bien souvent, on entend aussi des personnes dire « Oh, vous comprenez, je ne vais pas en parler à mes amis ni autour de moi. » Il y a comme une espèce de honte de vivre des choses que l'on croit que les autres ne vivent pas. Mais ils ne le savent pas, parce que dans la mesure où on n'échange pas là-dessus, parce que tout devrait très bien se passer. On devrait tous très bien s'entendre. C'est pas la réalité. Il faut quand même pas se voiler la face. Mais très souvent, la facilité avec laquelle on peut arranger les choses, c'est-à-dire renouer la communication entre des grands-parents et des petits-enfants qui ne s'étaient pas vus depuis des mois, quelquefois des années, et en un entretien ou deux au téléphone, ça se remet en place très vite. Et ça, c'est super pour nous, parce que c'est très gratifiant, évidemment.